Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission dédiée au streaming et aux séries sur Tech & Co et sur BFM Business. Et oui, cette semaine, voilà, bienvenue à ceux qui nous découvrent sur BFM Business puisqu'on est diffusé cette semaine dans le cadre d'une émission un peu spéciale, d'une journée un peu spéciale puisqu'on célèbre les 25 ans de la tech, c'est les 25 ans du podcast De quoi je me mail de notre ami François Sorel et puis les 10 ans de Tech & Co aussi. Voilà, beaucoup de tech à l'antenne de BFM Business. C'était l'occasion pour nous d'aborder l'aspect tech aussi du streaming puisqu'il n'y a pas que les contenus, il y a aussi le contenant, on va dire, voilà. Et ces plateformes qui ont un peu été une révolution, la révolution du streaming, comme on l'appelle parfois. Mais est-ce que d'ailleurs on peut utiliser ce terme de révolution du streaming ? Eh bien, c'est le thème de notre débat cette semaine avec mes deux invités. D'abord, Guillaume Boutin. Salut Guillaume. Salut Clément. Guillaume, fondateur de Sens Critique, cofondateur, vous êtes plusieurs. Sens Critique, voilà, c'est le réseau social, on va dire, des fans qui aiment le cinéma, qui aiment les séries, qui peuvent venir mettre leurs petites notes, créer des listes et essayer de trouver des bonnes idées et en donner aux autres. C'est ça, j'ai rien à ajouter. Et voilà, j'ai bien bossé, ça tombe bien. Site créé en 2011 par ailleurs, donc tu as pu voir toi toute l'évolution aussi de la production, du streaming. Tu as vu le streaming arriver aussi. On l'a vu, tout à fait. Oui, quand on s'est lancé, le streaming n'existait pas en France. Télé, cet objet un peu particulier. Il y avait quelques petits trucs de replay, un petit peu de VOD, c'était les débuts. Mais... Voilà, donc tu vas pouvoir nous reparler de tout ça. Et puis en face, c'est Thibaut Gomez-Léal. Salut Thibaut. Salut Clément. Thibaut, chef du service cinéma et streaming des numériques, observateur assidu du secteur depuis de nombreuses années. Voilà, tu suis les séries, les plateformes, l'actualité des plateformes au jour le jour et Dieu sait qu'il y en a. Merci à tous les deux d'être là, je suis ravi de vous avoir et c'est parti donc pour le débat de la semaine. Je vais commencer par vous parler d'un autre monde, le monde de l'an 2000, celui où on regardait des séries américaines sur TF1 ou M6, c'était 1 ou 2 soirs par semaine, le mardi en général, et parfois un autre soir. On achetait les coffrets DVD aussi à la Fnac ou ailleurs pour rattraper les séries plus anciennes ou revoir encore et encore Friends jusqu'à en user les DVD. 25 ans plus tard, voilà, tout ça a bien changé. Plus grand monde achète des coffrets DVD ou alors c'est juste pour faire des cadeaux parce qu'on n'a plus trop d'idées. Les séries américaines, on les attend plus forcément sur TF1 ou M6. On est à l'ère du streaming. L'algorithme a remplacé le programme télé. On passe d'une série à l'autre, comme ça, en un clic. On binge aussi, voilà ce mot qui est rentré dans notre vocabulaire. Et on ne jure plus que par Netflix, Disney+, Prime Video, Apple, Paramount, voilà tous ces noms de grandes compagnies américaines qui sont devenus notre quotidien devant nos écrans. Messieurs, est-ce que, c'est un peu comme ça que j'ai envisagé l'émission, est-ce qu'on peut parler, selon vous, de révolution technologique quand on parle du streaming, Thibaut, peut-être pour commencer ? Alors, révolution, oui. Technologique, dans un sens, oui, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Le streaming a révolutionné beaucoup plus que simplement effectivement, l'aspect technique, technologique, puisqu'il a révolutionné, on va dire, les habitudes des gens, comme a pu le faire la télévision en son temps, comme a pu le faire effectivement Internet en son temps. Et bien sûr, effectivement, le streaming, quand il est arrivé, il a surtout changé des habitudes qui étaient bien ancrées dans le quotidien des téléspectateurs. Alors, technologique, oui, en un sens, puisqu'on a eu cette disponibilité tout de suite, on va dire, en délinéarisé de plein de programmes, mais on va dire que la révolution, elle est peut-être ailleurs, et voilà, dans les habitudes des gens. Guillaume, révolution plus culturelle que technologique ? Alors évidemment, oui, je souscris totalement à tout ce que dit Thibaut, mais après, ce que j'ajouterais, c'est que la vraie révolution technologique, en fait, elle est venue une vingtaine d'années avant, avec l'avènement d'Internet et la possibilité d'avoir des tuyaux, tout simplement, pour pouvoir envoyer ces flux numériques qu'avant on ne pouvait pas faire, tout simplement. Et le streaming a démultiplié ces tuyaux ? Il les a bien exploités. Alors je ne sais pas ce que vaut cette information, on a toujours entendu que 30% du flux internet américain à l'époque c'était Netflix, donc oui, ça s'est en plus accompagné de choses après très pointues techniquement, j'imagine, pour qu'au moment où tu lances ton programme, tu aies une réponse aux millisecondes, etc., la pause, etc., que tout se puisse se jouer à distance comme ça. C'est une infinité de petites révolutions techniques. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, Thibaut, a été le plus décisif, le plus essentiel dans le fait que le streaming a bouleversé un peu nos habitudes de consommation ? Est-ce que c'est la profondeur du catalogue qu'on avait soudain à disposition ? Est-ce que c'est le fameux algorithme qu'on nous a toujours vanté ? Est-ce que c'est l'interface aussi ? Netflix a quand même été connu aussi pour son interface très instinctive. Quand on est dessus, on a accès à tout en un seul... Tu t'en as parlé dans ton introduction, c'est un changement de diffusion véritablement. Avant, effectivement, les gens qui décidaient de ce qu'on regardait le soir, c'était les chaînes. On nous disait ce soir il y a Doctor House, ce soir il y a Lost, ce soir il y a des choses comme ça. Et parfois les épisodes sont dans le désordre, parfois ils arrivent le 3 avant le 6, etc. ou le 6 avant le 3, des choses comme ça. Là, soudainement,
on donne au téléspectateur l'occasion de choisir lui-même quand est-ce qu'il va regarder effectivement les différents programmes. Et surtout, il y a ce format, on va en reparler, fameux format binge, qui permet effectivement qui permettait d'avoir tous les épisodes d'un coup et de pouvoir regarder une saison au rythme qu'on voulait. Donc ça, effectivement, ça a été une révolution de changement de diffusion, véritablement, en remettant, on va dire, le pouvoir dans les mains des téléspectateurs, alors qu'avant, c'était les chaînes, on va dire, qui avaient ce pouvoir-là. On va effectivement revenir sur cette phénomène du binge-watching, effectivement, qui est devenu un mot à part entière. Juste avant, je voudrais qu'on reste sur cet algorithme, le fameux algorithme de recommandation, qui est l'espèce de machine un peu obscure qui tourne derrière l'interface qu'on voit, nous, qui nous propose des choses. On a l'impression, quand on clique sur une miniature, sur Netflix, sur Prime, etc., qu'on reste maître, on dit « j'ai choisi de regarder ce programme ». Est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce que finalement l'algorithme aujourd'hui, il gouverne vraiment tout ce qu'on regarde ? Je pense que ça va dépendre un petit peu des utilisateurs. Si j'ai un avis, je pense que cet algorithme, en fait, il est arrivé pour répondre à la problématique du choix. Parce que c'est formidable. Effectivement, la vraie révolution, on l'a dit tout à l'heure, c'est que d'un coup, tu as accès instantanément à des milliers de programmes. Voilà, moi, j'ai 50 ans, j'ai vécu, comme tu disais, les DVD. Tu parlais des chaînes, d'ailleurs. Il y avait Jimmy, à l'époque, qui diffusait les pépites américaines. C'est là où on a découvert Les Sopranos, Friends, etc. Ce qui était une petite révolution en termes de programmes. Mais cette révolution, justement, qui est arrivée un petit peu à l'avènement du streaming, à savoir des séries très quali, a aussi fait que derrière les premières plateformes sont arrivées en plus avec des programmes très quali, donc on réussit à fédérer tout le monde. Et ensuite, l'algorithme, il y a ce problème du choix. Pareil, je ne sais pas ce que vaut, il y a toujours des légendes urbaines comme ça, mais tu sais, on disait qu'en moyenne, les gens restent 24 minutes devant la page d'accueil de Netflix parce qu'ils n'arrivaient pas à se décider. Et l'algorithme, au final, va venir faire le lien, je pense, entre le linéaire et le délinéaire. Le linéaire, c'est quoi ? Tu te poses pas de questions, tu regardes TF1, France 2, François. Voilà. T'allumes, t'as pas le choix. À réfléchir. Et là, avec Netflix, tu as le choix entre réfléchir, tu vas les fouiner, etc. Et tu as aussi le choix de te mettre en mode un peu télé, genre, vas-y, je te fais confiance, montre-moi ce qu'il y a bien pour moi. Et ça a été surtout, et ça, pour le coup, tu parlais de l'époque, c'est vrai que moi, je me souviens quand Netflix est arrivé en France, tout le gros de la com, toute la communication presse, on va dire, était faite autour de l'algorithme. Avec, ils avaient même lancé un concours pour toutes les universités mondiales, puisqu'ils assuraient, alors je te dis ça de mémoire, que la réussite de leur algo avait un taux de réussite à 96%, et ils offraient $1 million à l'équipe de chercheurs qui réussirait à le faire monter à 97%. Je pense que dans le fond, tout ça, c'était un peu du pipeau. Mais en revanche, en termes de com, c'était extraordinaire, parce que la promesse qui arrivait était quasiment... c'était le futur, quoi. Effectivement, puis on a gardé cette image de l'algorithme qui nous suit, qui sait ce qu'on regarde et qui est capable de nous proposer. Alors, si on reste 24 minutes, c'est qu'il n'est pas toujours très efficace quand même, parce qu'on perd quand même l'équivalent d'un épisode. Au-delà de l'algorithme, Thibaut, est-ce qu'il y a eu aussi peut-être un bond technique avec le streaming ? On sait qu'aujourd'hui, dans chaque plateforme d'abonnement, si on s'abonne à la formule la plus chère, on a cette fameuse qualité d'image ultra supérieure, la possibilité d'avoir le HDR, etc. etc. Est-ce que ça, c'est venu avec le streaming ? Est-ce que le streaming a participé, parce que chaque époque télévisuelle a eu son petit bond en avant, avec l'avènement des technologies différentes. Est-ce que le streaming a aussi apporté sa pierre à ça ou pas, finalement ? Pas vraiment. Non. Pas vraiment, dans le sens où, là, on parlait de tuyaux, on va dire, au début de l'émission. La qualité, on va dire, du flux vidéo, parce qu'on parle de ça, du flux vidéo, du flux audio, certes, a évolué avec les évolutions Dolby stéréo, Dolby Vision, des choses comme ça. Donc effectivement, ces évolutions techniques, le streaming les met en avant. Vous allez avoir un abonnement qui vous permet d'avoir du 4K, qui vous permet d'avoir de la Dolby stéréo, des choses comme ça. Si vous avez le matériel c'est aussi à disposition, bien sûr, à la maison. Mais il faut savoir que cette qualité, elle dépend aussi de la grosseur des tuyaux et de là où vous habitez ou des choses comme ça. Donc en fait, ça a créé, on va dire, une qualité à géométrie variable véritablement. Et donc tous les abonnés n'ont pas la même qualité. Et même quand vous êtes dans le même abonnement, donc le HD Premium, etc., vous n'avez pas forcément la même qualité que celui qui habite à 100 km de la fibre ou autre. Donc on va dire que ce bon qualitatif n'a pas été forcément au rendez-vous du streaming, et vous allez avoir beaucoup de comparatifs, notamment d'un même film vu sur Prime ou sur Netflix, qui, en termes de rendu, de qualité de pixels, de définition, des choses comme ça, est tout simplement différent. Et parfois, beaucoup de fans ou d'aficionados de qualité vont se rabattre sur le Blu-ray, qui, lui, on va dire, a une qualité garantie en dur. Alors que le streaming, sur ce point-là, on va dire est peut-être manqué son petit rendez-vous. Très dépendant du matériel, en tout cas, qu'on a chez soi. Aujourd'hui, quand on parle de streaming, il y a un peu un synonyme
c'est Netflix. Mm. Il y a plein d'autres plateformes, bien sûr, on va en parler, mais voilà, c'est Netflix aujourd'hui. Ils sont arrivés les premiers, en tout cas en France. Ils dominent assez outrageusement le marché quand même, parmi les grosses plateformes américaines. J'exclus Canal, qui est une plateforme de streaming en soi, en plus d'une chaîne de télé, etc., qui était là évidemment bien avant, mais qui est un peu dans un marché, un créneau différent. J'étais 27% de part de marché pour les plateformes pure player streaming pour Netflix. C'est colossal. Est-ce qu'ils ont tué le game pour vous, Guillaume? Est-ce que Netflix, ça y est, c'est... Je ne sais pas s'ils ont tué le game, mais disons qu'effectivement, c'est le leader incontesté, incontestable depuis leur création. C'est eux qui innovent, c'est eux qui lancent les tendances. Tu nous as demandé de préparer l'émission et j'ai essayé de me poser. Je me suis dit, tiens, c'est quoi au final les clés de Netflix? C'est que je pense qu'il y en a 3. Effectivement, Thibaut parlait tout à l'heure déjà de l'expérience utilisateur. Quand Netflix est arrivé, le niveau d'expérience utilisateur dans la navigation était totalement inconnu. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque, ça a totalement ringardisé Canal, qui avait une espèce de vieille interface pourrie, etc. Néanmoins, on voit ce qui est devenu MyCanal. Ils ont très très bien pris le virage. Ça a tiré tout le monde vers le haut. Exactement. Et donc ils ont suivi, ils ont lancé cette exigence entre guillemets du X. Ensuite, ils ont une capacité à créer des IP, des vraies marques entertainment. Ouais. Ça a commencé à l'époque, on se souvient, avec House of Cards, qui a été un peu la première. C'était même assez nouveau, un très gros budget, Kevin Spacey, etc. Et ensuite, ils arrivent à créer comme ça 2, 3, 4 fois par an. Voilà, ça peut être La Casa de Papel, Squid Games, The Crown, etc. Et ils ont cette capacité à renouveler à chaque fois et à lancer des nouvelles marques. Et je dirais que la troisième chose, c'est le marketing, mais qui est lié un petit peu à ces programmes en question. C'est qu'ils arrivent toujours à lancer des vraies conversations, à lancer le fameux bouche-oreille, qui est le Graal de l'entertainment. C'est vrai que dans leurs presse, etc., ce qu'ils annoncent, c'est qu'en fait, leur campagne de marketing, ils les travaillent comme des séries, en fait. Okay. Et ils vont se concentrer, d'ailleurs, vous le noterez, Netflix ne communique que 2, 3, 4 fois par an. Allez, 6 fois, on va dire. Mais il y a très très peu de programmes sur lesquels ils ne communiquent pas. Ils ne vont prendre que les très très gros programmes et sur lesquels ils vont raconter des histoires assez extraordinaires et nourrir des conversations. Et je pense que leurs concurrents aujourd'hui, il leur manque forcément un des 3. Ouais. Entre guillemets. Moi, j'aimerais compléter, effectivement, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que peut-être la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les concurrents de Netflix sont vraiment Prime Video, Disney+, alors que je pense que le concurrent véritable de Netflix aujourd'hui, notamment aux États-Unis, c'est YouTube. Parce que YouTube est le premier streamer vidéo aux États-Unis en termes de temps passé par jour. Donc en fait, je pense que Netflix, Prime Video, Disney+, il ne la regarde même pas parce que son concurrent principal en temps de temps passé devant un écran, c'est et les réseaux sociaux et YouTube avant tout. Donc je pense que c'est là que la guerre se joue, on va dire, dans le... C'est la fameuse phrase de Red Hastings, notre plus gros concurrent, c'est le sommeil. Bien sûr, ouais, c'est ça. Effectivement, aujourd'hui, on pourrait même rajouter TikTok dans les concurrents directs de c'est vrai qu'il de tellement c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Disney+, de Prime, etc., mais ils jouent tellement pas dans la même cour en termes de chiffres, c'est fou. Et il y a une espèce de... On avait abordé dans une émission aussi de Netflix plus 1, quoi. Tout le monde a Netflix. Exactement. Et après, ceux qui ont un peu de pouvoir d'achat supplémentaire se disent, tiens, je vais me prendre Disney parce que j'ai une famille, des enfants, etc. C'est sûr que j'aurai du programme. Ou je me prends Prime parce que j'ai l'abonnement Amazon et donc ça me servira, j'aurai toujours des séries sympas à regarder. Ou je me prends HBO Max parce que c'est l'assurance d'avoir les quelques grosses séries de qualité dans l'année. Mais il y a toujours, je garde Netflix parce que le jour où il n'y a plus rien sur les autres plateformes, je vais sur Netflix et je suis sûr que je trouverai un truc, quoi. Et ça, c'est quand même un truc qui n'a pas bougé quand même depuis, en tout cas, les 10 ans que Netflix a passé en France et un peu plus aux États-Unis. Justement, ces plateformes alternatives, c'est quand même des grosses plateformes. On parle de Disney, on parle de Paramount, on parle d'Apple. Encore une fois, c'est des marques internationales qui sont immenses. Amazon, à qui elles s'adressent, ces plateformes, justement? Est-ce qu'elles sont... Vous dites, elles ne sont pas dans le même game que Netflix, elles sont ailleurs, mais est-ce qu'elles ont le même créneau? Est-ce que c'est ça leur problème d'ailleurs? Est-ce qu'elles visent le même créneau que Netflix et elles ne devraient pas le faire? On sait qu'Apple, par exemple, a essayé autre chose. Ça marche pas forcément, mais ils ont essayé autre chose. Chaque plateforme, on va dire, a sa ligne éditoriale. Netflix est sur un public assez jeune. Voilà, vous regardez autour de vous, les gens qui regardent Canal+, MyCanal, sont pas les mêmes que ceux qui regardent Netflix et compagnie. Apple TV+, on a un truc prestigieux avec des grands noms, des choses comme ça, énormément de budget. Donc, on va dire que la question se joue sur cette ligne éditoriale légèrement différente, mais on va dire même si le principe reste le même. Après, les services de streaming vont tenter de se différencier surtout via leur contenu, leur IP, tu en as parlé, mais on va dire que
leurs lignes éditoriales vont quand même se croiser à certains moments. Et si différence il y en a, c'est vraiment sur ces IP, ces grands noms, ces choses comme ça. Après, ils sont tous à la recherche de la même chose. On en a parlé, ce temps d'écran qu'ils veulent tous s'arracher. Mais j'ajouterais un petit truc là-dessus, je mettrais quand même Disney à part. Parce que Disney, c'est un cas de positionnement qui est assez intéressant dans le sens où Disney, c'est la famille. Voilà, c'est ce qui réunit tout le monde dans le salon. Voilà, ceux qui ont des enfants le savent bien. Mais Disney, c'est aussi Fox. Et en fait, en rachetant le catalogue Fox, Disney s'est retrouvé à avoir un catalogue à la fois très très famille, mais à la fois très très adulte. Et ils ont un vrai sujet depuis des années sur lequel ils travaillent et qui est encore assez difficile de se dire, les gens, ils vont pas comprendre qu'il y ait une série comme The Bear sur Disney, par exemple. Pour eux, ils se diraient, je m'attendais pas à voir ça. Voire même, moi, je me souviens à l'époque, on avait bossé sur une série, j'ai oublié son nom, tu sais, sur la série sur Pam et Tommy, Pam Anderson. Et... Pam et Tommy. Pam et Tommy, voilà, c'est ça. Qui était donc sorti sur Disney+. Et je me souviens que sur les réseaux sociaux, les commentaires disaient, comment ça, du porno sur Disney, etc. Et les gens alors qu'il n'y avait rien de porno dedans, évidemment. Il y avait 2-3 scènes un peu. Oui, voilà, mais ça parlait pas très Disney+. Ça parlait d'un truc, mais tu vois, et donc pour eux, c'est aujourd'hui assez compliqué en termes de positionnement, de savoir où est-ce qu'ils vont pouvoir se trouver leur place. Et on le voit d'ailleurs avec les séries françaises de Disney+, qui sont plutôt sur un positionnement adulte qu'un positionnement enfant aujourd'hui. Mais ils arrivent quand même à faire, juste pour terminer, ils arrivent quand même à faire quelques jolis coups. Il y a eu Shogun, il y a eu The Bear, etc. Donc je pense que tout doucement, Disney... Mais qui, quelque part, tu as raison, sont pas la marque Disney quelque part. Elles le sont par maison mère. Il va falloir justement, c'est tout leur enjeu en fait, de faire rentrer ces marques dans leur univers. C'est effectivement ce catalogue FX notamment, qui est la grande chaîne série de Disney Plus aux États-Unis qu'on connaît pas en France, mais c'est elle qui nous fournit toutes ces séries. Et il y a Hulu aussi, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont Disney pour la famille et Hulu pour les adultes, donc c'est visible. De quoi faire. Toutes ces séries, on les regarde, je disais un peu, maintenant on les binge. Pour la plupart, en tout cas beaucoup sur Netflix, la plupart des plateformes n'ont pas pris forcément ce pli de tout diffuser d'un coup, mais c'est quelque chose qui est arrivé aussi avec Netflix, avec le streaming, ce binge-watching, donc pour ceux qui ne le font pas, on va le rappeler, c'est regarder toute la saison d'un seul coup en un temps très réduit et pas avoir cette séquencier d'un épisode par semaine. Avec le recul, tous les deux, comment vous jugez ce phénomène du binge-watching ? Est-ce que ça a été une bonne chose, une mauvaise chose ? Thibaut ? Après, je pense qu'on aime tous les séries autour de cette table, donc c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, de découvrir Lost, un épisode par semaine, sur TF1 à l'heure précise, moi je suis très content, ça avait quand même évolué un petit peu, et c'est vrai que moi je suis assez content que le format binge se soit imposé dans la conversation, ne serait-ce que pour lancer cette conversation de ce format de diffusion. Après, les diffuseurs justement reviennent un peu sur la question. On voit que Disney et HBO réfléchissent, et même Netflix réfléchissent à événementialiser, on va dire, la série différemment, et on voit que Netflix par exemple va diffuser Stranger Things la dernière saison en 3 parties de plusieurs épisodes, pareil pour mercredi. Donc on voit que le binge a lancé une discussion et a peut-être effectivement permis d'ouvrir les possibles, mais c'est vrai que peut-être en termes d'événements et de diffusion, les diffuseurs aujourd'hui reviennent à des formats peut-être un peu plus épisodiques, hebdomadaires. HBO le fait, Disney le fait, et c'est une bonne chose aussi de recréer, on va dire, une réunion, un rendez-vous pour les téléspectateurs. Et en plus, je pense que tu as un enjeu marketing pour les plateformes, parce que globalement, si tu sors en binge, on va parler énormément de toi, mais pendant 2 semaines. Alors qu'aujourd'hui, et je reviens entre guillemets aux enjeux des plateformes aujourd'hui, qui est la conversation. Pour tenir ta conversation, il va falloir justement que tu traînes, donc soit en faisant plusieurs parties, soit en faisant une diffusion hebdo. Et c'est vrai que maintenant, quasiment toutes les plateformes en reviennent. Et ça nécessite quand même d'avoir des séries fortes. Typiquement, ça a beaucoup marché avec Game of Thrones sur HBO parce que c'était extrêmement fort et que chaque semaine, il y avait des débats, on se souvient des récaps des uns et des autres, des sites qui chacun s'y mettait. Et alors, t'as vu ça ? Non, me spoile pas, je le verrai que ce soir. Les gens qui se connectaient. The Last of Us, là, en ce moment. Voilà, The Last of Us, par exemple, ça marche HBO arrive bien à The White Lotus aussi, par exemple, arrive à avoir ces conversations, comme tu les appelles, j'aime bien ce terme. C'est Netflix, en vrai. C'est dans leur presse. C'est bien. Tu vois, c'est vraiment dans leur... Bravo Netflix, encore une fois. Mais non, effectivement, Netflix. Mais on voit que certaines plateformes, par exemple Prime Video, a un peu le derrière entre deux chaises, si je puis dire. On voit que certaines séries les diffusent en binge, c'est-à-dire qu'on a tout d'un coup, d'autres non. C'est pas très lisible parfois, quoi. Ouais, ça dépend justement, encore une fois, de l'événement qu'ils ont envie de créer autour de leur série. Il y a des séries qui vont passer sous les radars et parfois, effectivement, qui vont être, on en a parlé d'adolescence, qui vont être récupérées par les spectateurs et qui vont être montées en flèche. Et t'en as d'autres, effectivement, où Netflix va vouloir créer l'événement. On le voit avec Stranger Things, qui est en plus
ils rattachent l'événement de la diffusion à des événements de la vie tous les jours, puisque c'est Noël, le nouvel an, donc eux, ils sont assez malins, ils créent un double événement, on va dire. Et tout ça, effectivement, influence aussi la façon dont on fait des séries, puisqu'on les conçoit maintenant un peu différemment. On les conçoit pour qu'elles soient diffusées en impact de 7 et non plus forcément un épisode par semaine. On les conçoit pour qu'elles soient diffusées en 3 parties, donc des cliffhangers répartis un peu différemment. Dernière question peut-être pour voir cet aspect révolution du streaming, c'est que beaucoup de plateformes, donc beaucoup d'offres, beaucoup plus de séries qu'avant, en tout cas beaucoup plus de séries disponibles pour nous, spectateurs français, qui nous viennent du monde entier, puisqu'on regarde aussi, les meilleurs exemples, c'est Squid Game, c'est La Casa de Papel, etc. On regarde des séries qu'on n'aura peut-être jamais vues il y a 15 ou 20 ans, si elles étaient sorties il y a 15 ou 20 ans. Est-ce que là, c'est aussi une bonne chose ou une mauvaise chose selon vous, Guillaume ? Moi, je trouve que c'est formidable. Ouais. Je trouve que c'est formidable parce qu'aujourd'hui, on a accès à ce que j'appellerais la culture, parce que ça fait partie de la culture. Ce qui est aussi formidable, c'est que c'est là aussi, si je me fais un petit peu le vieux du plateau, moi, j'ai grandi à une époque où, alors certes, c'était des super séries, mais bon, c'était Starsky et Hutch, Les Têtes Brûlées, etc., qui sont en vrai des formidables programmes. Mais si tu veux, aujourd'hui, on a accès à des séries de qualité. Il y en a pléthore. Si on prend la peine de chercher, on trouve ses goûts à chaque fois. Moi, je trouve que c'est assez formidable. Ça peut avoir aussi des effets pervers avec peut-être des prods qui sont bâclés, des choses comme ça. Mais globalement, moi, je pense que plus on peut accéder à la culture, mieux c'est. Moi, je disais mauvaise chose pour le côté peut-être jungle un petit peu, où il y a trop de contenu et on ne sait plus trop forcément quoi regarder quand on n'est pas un utilisateur averti, c'est-à-dire quelqu'un qui n'écoute pas l'épisode suivant. Quelle terrible idée d'ailleurs de sa part. Mais ça boucle un peu sur ce qu'on disait au début, dans le sens où effectivement, cette proposition forte, on est encore dans la pleine période de la Peak TV, même si ça a tendance à redescendre un tout petit peu, un peu, mais on est quand même encore dans la Peak TV depuis 20 piges. Ça revient sur la question de la curation, ça revient sur la question de l'algorithme et sur comment effectivement de cette jungle-là, les plateformes peuvent proposer soit des algorithmes, soit des outils pour trouver le programme parfait pour chaque téléspectateur. Mais on va dire que, voilà, moi je rejoins Guillaume sur la question de, effectivement, c'est quand même assez formidable. Les gens ne se rendent pas compte à quel point on gagne en qualité, en choix, et comme tu le dis, il y a un programme pour chacun des téléspectateurs, donc c'est assez formidable. Et quand on se souvient d'une certaine époque où on prenait ce qu'on avait, ce qu'il y avait, et c'est tout, quoi. Et ben voilà, tu vas faire une transition toute trouvée, puisque donc certes l'algorithme sert à nous recommander des séries, c'est lui qui nous guide, mais rien ne vaut l'œil humain là-dessus. Et votre œil à tous les deux, c'est tout de suite dans les séries de la semaine. Les séries de la semaine, c'est donc les recommandations de nos invités qui regardent les séries qui sortent et qui nous recommandent celles qu'il faut absolument voir en ce moment. Je vais commencer avec toi, Guillaume. Tu as vu, c'est un peu une série événement quand même, moi j'ai envie de dire, vu le casting, vu le nom qu'il y a derrière, puisqu'on va dropper le nom, c'est Guy Ritchie, si on veut le faire à l'anglaise. Yes. C'est sa nouvelle série, donc grand spécialiste des films de gangsters, qui avait déjà fait une première série de gangsters, c'était sur Netflix l'an dernier, ça s'appelait The Gentleman. Là, c'est une nouvelle série, toujours avec des gangsters, ça s'appelle Mobland, et c'est sur Paramount+. Tout à fait, oui. Très très bonne série. C'est du Guy Ritchie comme on aime le voir. Donc effectivement, sujet de gangster très classique, mais avec toujours des pas de côté, des décalages, des dialogues hyper marrants, des situations absurdes. Et j'avoue effectivement un casting de fou. Pierce Brosnan en vieux chef mafieux, je vous jure, vous l'avez jamais vu comme ça. Tom Hardy, on le voyait un peu moins ces derniers temps, là, qui a un rôle mais taillé sur mesure. Et voilà, ça va à la fois vite, c'est des très bons dialogues. Enfin, vrai, moi, c'est un énorme coup de cœur. Et là, ils en sont au 3e épisode, puisque pour le coup, elle n'est pas diffusée en binge. Et puis, je faisais un tour, alors évidemment, sur Sens Critique, des formations professionnelles, mais c'est vrai que chez nous, c'est très très bien noté. C'est 7,5 de moyenne, ce qui est Oui. vraiment, on est dans le très haut du panier. Mais je regardais un petit peu partout. C'est un très très bon accueil. Après, je pense que justement, elle va monter en puissance, à mon avis, en termes de bruit, au fur et à mesure de la diffusion des épisodes. Et c'est intéressant de voir aussi que Guy Ritchie se met plutôt bien aux séries, puisque The Gentleman était aussi une série très réussie. Pareil, bien notée partout, et avec toujours cette touche. Donc très grosse. Gentleman qui était assez drôle aussi. Là, peut-être que ça a l'air un peu plus. Non, c'est drôle aussi. Ouais, c'est drôle quand même. C'est drôle, mais c'est toujours cet humour noir. Tu vois, voilà, je le montrerai pas à mes enfants, mais tu te marres toujours. Je te rappelle, je revois les images là, mais Pierce Brosnan dedans est extraordinaire. Ça fait toujours plaisir. Hélène Mirren. Et Hélène Mirren, que j'avais oublié. Les deux, en plus, si tu veux, sont utilisés un peu à contre-emploi. Ouais. Et là, tu le vois en espèce de gentleman farmer. Tu pourrais dire que c'est le cousin de la reine, alors que c'est la pire des ordures absolues. Enfin bref, je vais pas en dire plus. Voilà. Là, je vous ai raconté même pas le
le premier quart du premier épisode. Allez, voilà, c'est un bon teasing. Allez donc voir Mobland, c'est donc en ce moment diffusé sur Paramount+, à ne pas rater. Voilà, une plateforme alternative en plus, voilà, ça change. Thibaut, tu as 1 minute pour terminer Oui. et nous recommander, toi, un docu. C'est sur Apple TV+, ça s'appelle En haut de l'affiche. Tout à fait, c'est une série documentaire. Alors, une série dans le sens où il y a 2 épisodes d'1h30 De chacun. film, quoi. Voilà, 2 films, on va dire. Voilà, un documentaire en 2 parties qui s'appelle donc Number One on the Call Sheet en anglais, qui revient sur l'histoire du cinéma noir américain et notamment des acteurs noirs et actrices noirs américains qui est raconté par ceux et celles qui l'ont fait véritablement. Et donc, c'est une série d'interviews de Denzel Washington, de Idris Elba, de Viola Davis, de Halle Berry, de Will Smith. Enfin, le Il y casting a est toutes les phénoménal. grandes stars Et qui afro-américaines. nous raconte qu'est-ce que c'est d'être un acteur noir à Hollywood dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui et comment ces rôles-là et les personnages que ces acteurs et actrices ont incarnés ont évolué. Et donc ça parle de représentation, ça parle évidemment de politique, ça parle évidemment de business et ça parle surtout aussi des grands films qu'on a tous adorés. Le casting, vous le voyez dans ces images-là, est juste stellaire, Ouais. c'est un bonheur et Il y a c'est tout le monde, quoi. passionnant parce qu'au-delà de parler de cinéma et de parler des films et des séries et des grands rôles qu'on a tous aimés, ça nous permet aussi d'avoir, mine de rien, un retour sur l'histoire de la représentation aux États-Unis de ces 50 dernières années. Et donc, c'est tout simplement formidable. Donc, si vous aimez ces questions-là, politiques, de représentation et tout ça, et si vous aimez les grands acteurs et actrices, je vous la conseille évidemment. C'est sur Apple TV+, et donc sur Canal+. Ça s'appelle donc En haut de l'affiche, En haut en de bon l'affiche. français, documentaire en 2 parties. Voilà, merci Thibaut pour cette reco. Je rappelle Thibaut, chef du service cinéma et streaming des numériques. On peut retrouver sur le site toutes tes critiques des dernières sorties, tes analyses aussi de l'actu des plateformes. Et merci à toi Guillaume, cofondateur de Sens Critique, le site encore une fois de référence pour se faire un avis sur les séries, sur les films, sur tout ce qui sort sur vos écrans, trouver des idées en fonction de ce qu'on aime. Bref, si vous séchez, si vous êtes en êtes à plus de 10 minutes sur l'interface Netflix, c'est le moment d'aller sur Sens Critique et de regarder ce qui pourrait vous plaire. Merci à tous les deux et merci à tous de nous avoir suivis sur Tech & Co et sur BFM Business. Voilà, cette semaine, on est ravis d'avoir accueilli un nouveau public. L'émission, elle est à revoir comme toutes les autres sur le site de Tech & Co, en replay, sur YouTube aussi, en podcast sur toutes les plateformes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.